sur le village. l'espace devant le camp romain. On aura une belle explication de toute l'armurerie de nos amis gaulois, qui nous proposeront même un petit peu plus tard un petit peu de combat, de duel. Vous allez voir, ça va être sympa, très très sympa. Qu'est-ce que c'est là? Wow. Ensuite, l'arme emblématique du légionnaire, c'est son glaive. Il faut savoir que jusqu'à l'époque des guerres puniques, que ce soit les Celtes ou les Romains, ils n'avaient pas de très bonnes armes. On a des textes de la bataille de Télamon avec des Celtes italiques juste avant les guerres puniques où leurs épées n'arrêtaient pas de se tordre, ou en plein milieu du combat, ils devaient redresser leurs épées pour continuer à se battre contre les Romains. Et les Romains à cette époque-là avaient des glaives légèrement meilleurs, mais quand ils sont arrivés contre les Celtibères en Espagne, ils se sont rendus compte que les Celtibères avaient, eux, des armes extrêmement tranchantes, beaucoup plus dures et beaucoup plus efficaces que les glaives romains. Donc, les Romains, pas bêtes, dès qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des artisans celtibères qui leur ont formé ce qui s'est toujours appelé d'ailleurs le gladius hispaniensis, c'est-à-dire le gladius hispanique. Alors, je dis le terrible glaive parce que les textes antiques nous disent que les blessures étaient tellement horribles que même ceux qui les infligeaient, les Romains, étaient des fois affolés de voir les horreurs que ça provoquait. Parce que c'est une arme qui est faite pour frapper pratiquement tout le temps des stocks, c'est-à-dire avec la pointe. Il suffit que la pointe, elle rentre il suffit que la pointe rentre d'1 ou 2 centimètres, vous voyez déjà ce qui rentre, et l'ennemi est hors de combat. Il faut savoir que chez le Romain, alors là je vais être un peu brut, un peu méchant, je vais vous dire une vérité. Le but, c'est pas de tuer l'adversaire. Le but, c'est de gagner une bataille, et l'adversaire, si on le blesse quelque part, alors excusez les mots, mais on comprend mieux comme ça, on le répare, et une fois qu'on l'a réparé, on va l'utiliser, on va le vendre, il va servir comme esclave, donc on va gagner de l'argent. Un cadavre, ça sert à rien. Un être vivant, ça se revend. C'est les mœurs de l'époque, tous les peuples le faisaient. Les Romains pensaient un peu plus en marchant et à préserver ce qu'ils appelaient de la marchandise. Il faut savoir que la plupart des soldats à cette époque-là sont des petits paysans, donc tout ce qui peut les aider à avoir plus d'argent va être utilisé après, va être réinvesti dans des terres agricoles et des choses comme ça. Donc les mœurs font qu'ils y pensaient beaucoup. Cette arme donc inflige des blessures terribles. Elle peut être utilisée aussi d'estoc comme de taille, mais elle est principalement utilisée d'estoc. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous battre comme ça, comme on se battait quand même en ligne assez rapprochée, vous risquez d'abîmer ou de blesser le soldat qui est derrière vous. Et en plus, quand vous êtes comme ça donne autant à l'adversaire en face de venir vous planter un coup de glaive sous le bras et de vous avoir. Donc si vous êtes sur quelqu'un qui est vraiment très rapide, très habitué, si vous levez le bras, vous avez une chance sur deux d'y rester. Donc en général, on va taper directement avec la pointe. Alors si tu te mets en position de combat derrière ton bouclier avec ton glaive, on voit bien qu'il est complètement protégé et qu'il faut vraiment aller le chercher. Donc c'est quelque chose quand même qui est très bien étudié. Tiens, essaie d'attraper le bâton. Voilà. Donc avec le glaive, il peut venir me percuter ou il peut me percuter avec le bouclier. Donc dès qu'on va se battre, on ne sait pas si le coup va venir de droite, de gauche. Et souvent juste un petit coup de bouclier, ça suffit à vous déstabiliser. S'il faut, vous finissez au glaive. Sinon, vous finissez même pas au glaive, vous attaquez directement l'adversaire suivant. Donc c'est quelque chose qui est très efficace, qui marche très très bien. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les différents types de soldats. Donc, je vais vous présenter, là, on a deux soldats, donc deux simples soldats. Ensuite, on va passer aux officiers. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le drapeau. Normalement, sur cette lance, il y a un beau drapeau avec une louve. Je l'ai oublié dans le camion, donc mille excuses. Mais c'est notre porte-enseigne. Donc, on le reconnaît parce qu'il a une tenue un petit peu plus sophistiquée. Il porte une peau de bête sur la tête qui est l'insigne de sa fonction. Ici, c'est un loup. Il a sur le plastron des médailles. On est quelques-uns à les avoir. Ce sont des décorations militaires. Je vous expliquerai plus en détail leur significance. Et comme c'est un officier, il a une petite pochette dans laquelle ceux qui sont venus sous ma tente ont vu que j'utilisais des tablettes de cire.
c'est une tablette de cire dans laquelle il va pouvoir noter tout un tas de choses, parce qu'il faut savoir que ce soldat-là, c'est aussi lui qui est le comptable de notre compagnie. Et le comptable, c'est pas seulement lui qui va faire les comptes, qui va vous distribuer la paye, mais l'armée romaine était une armée extrêmement en avance sur son temps. C'est aussi lui qui va gérer la caisse de retraite et qui, le jour où vous partez en retraite, va vous verser votre retraite. Donc c'est quelqu'un qu'on a intérêt à bien aimer et quelqu'un de très important pour nous. Ensuite, on a l'Opsio. L'Opsio, c'est un petit peu comme aujourd'hui un sergent-chef. C'est le deuxième. Alors lui aussi, d'habitude, il a un bâton avec une boule dessus qu'on appelle un astil avec lequel il tape sur les hommes. Lui, c'est Monsieur Discipline. Lui, il va être tout le temps sur le camp, il va être tout le temps sur le dos des soldats. Il va leur crier dessus du matin au soir pour que tout soit impeccable. C'est aussi lui, le jour où le centurion meurt, qui va lui succéder. Donc c'est quelqu'un de particulièrement important qui est choisi à la fois pour sa tête, pour son courage et pour ses possibilités de diriger. Ensuite, l'autre officier aujourd'hui, c'est moi. Vous voyez que j'ai un costume encore un petit peu différent des autres. Comme mon Opsio, j'ai un beau casque en argent, sauf que moi j'ai une crête un peu plus grande et dans l'autre sens, pour qu'on me voit de partout. Alors, pourquoi il faut me voir de partout? D'abord parce que c'est moi qui suis le chef de la centurie, donc il faut que mes soldats puissent me situer à tout moment sur le champ de bataille, et il faut aussi que les officiers qui sont au loin, qui vont diriger la stratégie, puissent reconnaître ma crête par rapport aux autres crêtes de centurion. C'est pour ça qu'elles sont assez grandes, pour pouvoir être vues de loin, pour pouvoir envoyer des ordres au travers de trompettes en me disant tel centurion, on veut que tu avances, ou on veut que tu tournes à gauche, on veut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Seulement, ça a aussi un autre inconvénient. C'est que comme on se bat en première ligne devant, en face, ils savent très bien qui vous êtes, et ils vous voient de loin. Évidemment, tout le monde veut se choper le centurion. Donc on a un taux de mortalité qui est quand même assez élevé. Mais on est choisi non seulement pour notre sens du commandement, pour notre bravoure, mais aussi parce qu'on n'a pas un esprit trop chaud, c'est-à-dire qu'on ne va pas risquer la vie de nos hommes n'importe comment. On va se battre en sachant toujours préserver, tant que faire se peut, la vie de nos hommes. L'armée romaine est une armée qui compte énormément sur ses soldats, mais qui est très protectrice. Il faut savoir que la médecine romaine à l'époque, alors ils n'ont pas tout inventé parce qu'ils en ont pris une partie aux Égyptiens, une partie aux Grecs, etc. Mais ils en ont inventé pas mal aussi. On n'atteindra pas ce niveau de médecine avant les armées de Napoléon III. C'est-à-dire qu'à notre époque, on désinfectait déjà les instruments, on savait enlever des flèches, on savait pratiquer des amputations, on avait vraiment une médecine de guerre qui était très très avancée. La vie de nos hommes, c'est ce qui avait le plus important. Surtout, nous, on est encore en République, donc en République, on prend soin de nos soldats, de nos hommes, et c'est le futur de la République, donc il faut y faire attention. Voilà. Ensuite, je vais vous faire revoir deux, trois petites choses, comme je vous ai dit, en statique. Ça sera plus facile. Milites pila interam. Alors, je vais vous faire voir un premier avec deux soldats. Vous allez vous mettre à trentaine. Non, tu bouges pas, allez. Mets-toi devant. Ates studiem parate. Milites tes studiem formate. Voilà, ça c'est la fameuse... Non. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la fameuse tortue. C'est la fameuse formation qu'on connaît de l'armée romaine. Contrairement à ce qu'on vous fait voir dans les films ou dans les bandes dessinées, c'est pas une formation de combat, c'est une formation d'approche. C'est-à-dire que quand ils vont approcher l'ennemi, on va jeter toutes sortes de missiles dessus, et avec ça, ça ne va pas pénétrer. Quand on arrive dans la zone des 100 mètres avant le combat, des missiles, ils vont se remettre en position de combat, et à partir de ce moment-là, on va accélérer le rythme de plus en plus vite, et on va charger. Voilà. Mais au départ, la tortue, c'est juste pour se protéger des missiles. Donc, quand on est à plusieurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire. Et vous voyez en statique comment ça peut se faire. Ensuite, reprenez les... Voilà. Ensuite, on va vous faire une manœuvre de protection contre la cavalerie. C'est-à-dire que d'un coup, on est chargé par de la cavalerie celte ou autre, donc on va faire un mur de bouclier et de lance. Milites contra equites palate, contra equites. Voilà, donc ils vont se mettre, vous imaginez, you can go on the third rank, option? No, here, on the third rank. Voilà. Vous imaginez un mur de bouclier comme ça,
À l'époque, ils peuvent vous le dire, ils n'avaient pas d'étrier, ils n'avaient rien du tout, donc un cheval, il s'arrête, il bloque, il ne saute pas dessus. Et si jamais il saute, c'est hérissé de pique, il s'éventre et c'est fini. Donc c'est un bon moyen de se défendre contre les attaques de cavalerie. Gemitite, merci. D'habitude, on répète aussi un peu le matin, mais là, on n'a pas eu le temps. Voilà. Donc maintenant...